ravie aussi du coup d'être là ce soir et surtout d'accueillir une nouvelle fois Constance Rabani, donc qui est coach professionnel donc certifié, qui intervient aussi donc notamment auprès des entreprises, hein, donc sur différentes thématiques orientées sur les soft skills, mais pas que. Et aujourd'hui donc Constance va nous parler donc de la confiance en soi. Donc c'est un sujet qui est encore une fois hyper intéressant et j'ai hâte aussi en fait d'en apprendre plus, notamment sur le fait que tu nous montres que la confiance en soi donc réside donc essentiellement dans la relation à l'autre. Donc c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de comprendre un peu plus. Donc voilà, n'hésite pas à pouvoir nous en dire plein de choses. En tout cas, j'ai hâte et je te laisse la main, Constance. À toi du coup le chemin pour pouvoir nous dire tout ça. Parfait, merci beaucoup, merci Justine, merci Clément. Bonjour à tous. Donc Clément m'a déjà présenté très rapidement. J'interviens donc en entreprise pour accompagner individuellement et collectivement donc des collaborateurs en difficulté ou des équipes voilà qui rencontrent certaines difficultés. Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Voilà, pour ceux qui souhaitent rentrer en contact, c'est avec grand plaisir. Donc, on va commencer par distinguer confiance en soi et estime de soi. Pour les puristes, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais malgré tout, on abordera ici les deux sujets. Estime de soi, il s'agit davantage d'un jugement qu'on porte sur nous-mêmes, quelle valeur on se donne. Alors que la confiance en soi, c'est plus une confiance en l'action, c'est-à-dire on se sent capable de faire face à ce qui se présente à nous. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai fait le choix de mélanger un petit peu les deux, enfin en tout cas d'aborder les deux sujets, parce que très souvent quand on parle de confiance en soi, on pense aussi à estime de soi. Donc voilà, j'ai pas voulu restreindre ça à un des deux. Donc une bonne partie de ce que je vous présente est basée sur cette lecture que je vous recommande vivement, un livre qui s'appelle donc La confiance en soi, un livre de Charles Pépin. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un philosophe contemporain qui a écrit plusieurs livres, dont Les Vertus de l'échec, que je présenterai aussi un petit peu plus tard, et qui dit que la confiance en soi se conquiert vraiment dans la relation avec les autres et dans la relation au monde. Donc, c'est ce qu'on va détailler dans les slides qui suivent, bien entendu. Pour la petite histoire, Charles Pépin est aussi présent sur Spotify, si jamais vous voulez l'écouter. C'est très intéressant, c'est gratuit. Et pour les Parisiens qui ont cette chance de pouvoir, tous les lundis soirs, il donne des conférences au MK2 Odéon. Voilà, j'ai déjà pu participer 2-3 fois, c'est très intéressant. Voilà, je fais la pub, c'est mon chouchou, Charles Pépin, sachez-le. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de différentes choses. On va parler de la confiance qui est effectivement une confiance relationnelle avant tout. Je vais vous expliquer tout ça. On va parler du fait de s'entraîner pour développer une compétence, c'est essentiel également pour acquérir de la confiance en soi. On va parler du passage à l'action, qui pareil, sans passage à l'action, on ne peut pas avoir confiance en soi. Donc on va évoquer ce sujet. On va parler de l'échec. En France, notamment, on a un regard sur l'échec qui est très négatif, sur l'échec, sur les erreurs, etc. Donc, on va essayer de changer de regard sur cet aspect-là. Changer de regard sur soi-même aussi, je vais vous proposer quelques outils. On va parler de rester fidèle à son désir. Finalement, c'est un peu rester fidèle à soi-même. Pareil, je vais proposer quelques pistes de réflexion. Alors, décider et choisir, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on va expliquer un petit peu cette différence et en quoi c'est important dans ce thème de la confiance en soi. Et on va parler de la peur. Très souvent, quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on n'ose pas se lancer, on n'ose pas passer à l'action parce qu'on a peur. Donc, voilà, un sujet très important. Qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Qu'est-ce que la peur, etc. On va passer un petit peu de temps également dessus. Et puis, je rajouterai 2-3 petits éléments aussi intéressants, des outils supplémentaires qui peuvent vous aider. Donc, la présentation au total va durer 45-50 minutes. Et puis, il nous restera d'une dizaine de minutes ensuite pour des échanges, pour des questions-réponses. Voilà. Donc, la confiance relationnelle. La confiance est relationnelle avant tout. C'est effectivement pas une affaire entre soi et soi-même, tout seul dans sa chambre, enfermé, sans être en contact avec qui que ce soit. La confiance en soi vient d'abord des autres. Alors, on va commencer par parler de l'enfance.
En fait, quand on est le seul mammifère, figurez-vous, qui naît non fini. D'une certaine manière, on est inachevé. C'est-à-dire on ne voit pas, on n'est pas capable de se déplacer, on n'est pas capable de se nourrir, on n'est pas capable de s'exprimer, contrairement à, par exemple, un agneau ou un veau qui vient de naître, au bout de quelques minutes, il se tient sur ses pattes, il peut téter sa mère, quelques heures après, il court, il gambade, il peut fuir un danger, euh, et puis il peut rapidement se nourrir seul. Donc, quand on est en tant qu'humain, on est finalement totalement dépendant. On est vraiment dépendant des personnes qui me prennent soin de nous. Et c'est finalement dans cette relation que on va petit à petit prendre confiance. Enfin, le petit en grandissant va finalement prendre confiance en lui grâce aux soins qu'il reçoit, grâce à l'amour qu'il reçoit. Donc cette confiance se construit en fait dans cette relation. Donc évidemment, ça se passe. Il y a des. Ça, c'est quand tout va bien. Quelquefois, malheureusement, on n'a pas cette chance là en venant au monde d'être aimé, d'avoir un regard encourageant porté par son entourage. À tout moment, on peut construire des relations qui nous donnent confiance, etc. Donc voilà, je vais vous donner deux exemples, l'exemple de Madonna et l'exemple de Yannick Noah. Donc Madonna, elle est la femme qu'on connaît qui est une bête de scène, qui a une confiance, qui dégage une confiance exceptionnelle. Elle n'a pas toujours été comme ça. Quand elle était petite, sa mère est décédée très tôt quand Madonna avait 5 ans. Son père a eu rapidement d'autres enfants. Enfin voilà, elle a grandi dans un contexte où elle avait très peu confiance en elle. Donc depuis toute petite déjà, elle prenait des cours de piano, des cours de danse, mais en pensant qu'elle était médiocre, etc. Jusqu'à son adolescence où un professeur lui a dit ces mots, lui a dit qu'elle était belle, qu'elle avait un talent fou et énormément de charisme. Et en fait, ces mots-là ont tout changé. Donc, évidemment, ça, pas du jour au lendemain, mais c'est le regard porté par ce professeur en qui elle avait confiance qui finalement a pu changer le regard qu'elle portait sur elle-même. Voilà, pour illustrer un petit peu ce que j'essaye de dire là, c'est que la confiance en soi vient de cette interaction. En fait, nos propres contours se dessinent dans nos interactions, dans le regard porté par les autres. Voilà, donc l'exemple de Madonna est assez parlant. Et elle a vécu ces quelques mots comme un vrai cadeau. Enfin, c'est elle qui le dit. Hein. Elle a vécu ces quelques mots comme un vrai cadeau. Et c'est sur ces mots-là, sur cette base-là, qu'elle a pu petit à petit construire une confiance en elle qui aujourd'hui est évidente. Yannick Noah, alors lui, il a grandi en étant choyé, voilà, par des parents très aimants. Il a commencé le tennis jeune, donc il est artiste et avant ça, il a été champion de tennis. Il a grandi donc en étant choyé par ses parents. Il a commencé le tennis jeune et à 11 ans, il y a le 4e mondial de tennis de l'époque, Arthur Ashe, c'est le monsieur qu'on voit ici. Qui lui a rendu, enfin qui a fait une tournée en Afrique et qui a eu l'occasion où Yannick Noah grandissait. Il a eu l'occasion d'échanger quelques balles avec Yannick Noah de 11 ans. Il a été assez impressionné par son jeu et Arthur Ashe lui a offert sa raquette et a dédicacé en mettant comme mot rendez-vous à Wimbledon. Donc ces quelques mots ont électrisé, c'est pareil, c'est Yannick Noah qui le raconte aujourd'hui, c'est des mots qui l'ont électrisé. De voir le 4e mondial qui donne ce rendez-vous-là, ça a été quelque chose d'incroyable et qui lui a donné une énergie, une dynamique, une rage d'y arriver. Et voilà, et 6 ans plus tard, donc entre-temps, Yannick Noah est devenu tennisman professionnel, joueur de tennis professionnel. Et à 18 ans, Arthur Ashe lui proposait de faire un double à Wimbledon, pardon, je prononce pas très bien ce mot-là. Et ça a été voilà, un vrai catalyseur pour la carrière de Yannick Noah. Donc là, c'est des exemples de mots qui ont été prononcés, qui ont permis cette confiance.
Mais on peut prendre confiance aussi par une action. Par exemple, un manager qui confie une mission à quelqu'un, un collaborateur qui a pas trop confiance en lui ou en elle, un collaborateur qui a plein de capacités mais qui a ce manque de confiance, un manager qui va lui dire écoute, je te fais confiance, voilà, il y a une mission, il y a un dossier très important, je t'en sais parfaitement capable, voilà, je te confie ce projet-là. Bah, c'est comment dire, cette confiance du manager envers le collaborateur qui va permettre au collaborateur petit à petit de développer cette confiance-là. Donc, il y a des relations qui nous font grandir. Donc, c'est pas tellement les personnes en tant que telles qui nous permettent de développer cette confiance en soi, mais c'est la relation. C'est vraiment ce qui se passe entre les deux personnes qui va permettre ça. C'est à travers les actions, à travers les encouragements, à travers le soutien dans des moments difficiles. C'est voilà tous ces éléments de la relation qui vont permettre à cette confiance en soi de se construire petit à petit. Donc voilà, c'est très important de comprendre que la confiance en soi part de la confiance en l'autre et de la confiance de l'autre. Donc le fait de faire confiance à quelqu'un qui émet de la confiance en vous, c'est ça voilà, c'est un peu cet aller-retour qui va vous permettre d'acquérir cette confiance en vous. Donc voilà, je vous encourage tous, on est encouragés du coup par ça à nouer des relations avec des maîtres dans le sens des professeurs, des amis, un entourage qui nous fait confiance, qui nous soutient, qui nous encourage, etc. On reviendra aussi sur un aspect de la relation plus tard, sur le fait d'admirer, on en reparlera après. S'entraîner, donc avoir des gens qui nous font confiance, c'est une chose très importante, voire essentielle. Bien évidemment, plus vous serez compétent, plus vous serez confiant. Il est essentiel de pouvoir développer une compétence, de pouvoir s'entraîner, de pouvoir développer son geste. Si on est un joueur de tennis, par exemple, si on est un musicien, de développer sa compétence. J'aime bien l'exemple, alors qui est très très simple, très bête finalement, mais que je trouve extrêmement parlant. L'apprentissage de la marche. On voit un enfant au départ, il commence à se mettre debout, il se tient, puis petit à petit il se déplace en se tenant, et puis à un moment il fait un pas, puis deux, puis il va tomber de nombreuses fois, il va toujours se relever, donc et heureusement qu'il se relève et qu'il se décourage pas en fait à la troisième chute, parce que sinon on serait tous par terre et personne ne marcherait. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de persévérer, de se relever, après les chutes, de se relever, d'améliorer le geste, d'améliorer le pas pour jusqu'à la maîtrise absolument parfaite de la marche en fait. Donc les enfants, les petits nous montrent un parfait exemple d'entraînement, de persévérance qu'il est nécessaire d'avoir pour prendre confiance. Donc l'apprentissage de la marche, il y a aussi bien évidemment le regard des parents, de l'entourage qui sera encourageant, qui va applaudir, qui va sourire, qui contribue aussi à cet apprentissage et à l'envie qu'a l'enfant d'avancer et cette confiance qu'a l'enfant de s'élancer finalement. Ce sera aussi cette confiance s'acquérira aussi dans cette relation-là. Il y a cette phrase aussi qu'on connaît, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est évidemment c'est très parlant. Et il y a cette question de la légitimité aussi qui est très importante. Quand on décide de devenir forgeron, il suffit pas de mettre sur sa porte forgeron pour l'être. En fait, il va falloir s'entraîner, il va falloir travailler le fer pendant de nombreuses heures, des jours et des années avant d'être bon. Et au départ, on se sent pas forcément légitime, et la légitimité aussi s'acquiert à travers cet entraînement, à travers cette répétition du geste, cette amélioration du geste. Alors, il y a un psychologue suisse qui s'appelle Anders Ericsson qui a développé une théorie, la théorie des 10 000 heures. Il a fait des études, il a étudié, je crois, énormément de musiciens notamment, des sportifs, et je crois que c'était beaucoup les musiciens qu'il a interrogé. Il a interrogé énormément de musiciens qui finalement, comment dire, ces recherches ont montré que
les meilleurs des meilleurs, les plus grands musiciens de ce monde, en fait, ils avaient tous à leur actif au moins 10 000 heures de pratique. Ceux qui avaient moins de 10 000 heures, qui avaient 5 000 heures de pratique ou 400, ils étaient professeurs de musique. Enfin, ils pouvaient avoir des métiers et des vies tout à fait intéressantes. Mais il y a que ceux qui avaient 10 000 heures de pratique et plus qui étaient des champions, des véritablement qui avaient atteint des niveaux incroyables. Il y a l'exemple des sœurs Williams aussi que j'aime bien. Donc les sœurs Williams qui ont grandi, alors je reviens au tennis encore une fois, les sœurs Williams qui ont grandi donc dans une banlieue pauvre aux États-Unis, et leur père s'est dit la seule façon de les sortir de leurs conditions de pauvres, c'est enfin lui a parié sur le tennis et il les a entraînés dès leur plus jeune âge. Dès leurs 3 ans, elles avaient une raquette à la main et il les a fait s'entraîner pendant tous les jours, tous les week-ends. Elles étaient connues dans leur banlieue, tout le monde les respectait ça et les laissait s'entraîner et voilà, c'est ce geste qui a été répété depuis toujours finalement qui fait qu'elles sont devenues les championnes qu'on connaît aujourd'hui. Il y a un super film aussi là-dessus. Donc, le super film du coup des sœurs Williams qui est hyper intéressant. Je ne me souviens plus du nom, mais il est vraiment super. Super ce film pour pouvoir démontrer tout ça. Je l'ai pas vu, mais effectivement avec Will Smith, je crois qu'il joue le rôle du père, si je dis pas de bêtises. Ouais, exact. C'est la méthode Williams, effectivement. Voilà, tout à fait. ça. Tu as raison, Franck. Merci. Et effectivement, il y a un film là-dessus. Il y a un film similaire aussi. Alors pareil, le nom m'échappe, mais en Inde, des filles qui ont fait de la lutte et c'était le même principe. Une famille pauvre, etc. Et le père qui parie tout sur le fait qu'elle devienne, je crois que c'était de la lutte, je ne veux pas dire de bêtises. C'est Dangal, ce film. Dangal, exactement. Pareil, très bon film et sujet similaire. Et voilà, et on voit que en fait le fait de persévérer, de s'entraîner, de répéter le geste, la confiance se construit aussi à travers ça. Thomas Edison qui est un grand inventeur, c'est lui qui a inventé notamment, mais pas que, l'ampoule électrique, il a inventé le micro, je crois, il a tout un tas d'inventions à son actif. Il dit le génie c'est 1% d'aspiration et 99% de transpiration. Donc finalement d'avoir une idée, d'avoir de l'inspiration, etc. C'est bon, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui fait que ça va marcher. C'est la transpiration, c'est 99% d'effort et de transpiration et de temps passé à travailler, à s'améliorer, à creuser et à chercher. Voilà, Thomas Edison, c'est quelqu'un qui est aussi connu pour avoir déposé, je crois, 1000 brevets qui ont été, il y en a plein qui ont été inutiles, hein, mais du coup, il a malgré tout eu de grandes inventions à son actif. Et c'est ce foisonnement finalement cet acharnement finalement presque à avancer et à chercher dans son cas voilà qui a fait la différence. Alors un autre point important, c'est l'expérience des autres ne nous sert pas à grand chose. Alors c'est intéressant d'échanger avec des personnes, savoir leur parcours, etc. Ça peut nous donner quelques informations, quelques connaissances qui peuvent être intéressantes. Mais finalement, l'essentiel de l'apprentissage se fera dans ce que vous allez traverser en vous entraînant, en faisant ces gestes, en répétant le geste, en faisant face à des difficultés, etc. C'est là que se trouvera le plus grand apprentissage. Passer à l'action. Alors, passer à l'action, c'est souvent la plus grosse difficulté. Quand on n'a pas confiance en soi, souvent, on a comme stratégie, entre guillemets, la stratégie de l'évitement. On va avoir tendance à éviter les situations qui nous angoissent, qui nous font peur. Alors, l'évitement a pour intérêt un soulagement immédiat. On imagine une situation où vous devez aller à une réunion où il y a 50 personnes que vous connaîtrez pas, vous connaissez personne, vous n'êtes pas à l'aise dans ce genre de situation. On peut être tenté de se dire allez, tant pis, j'y vais pas. En plus, je suis pas très en forme.
voilà. Bon, c'est un soulagement immédiat. Par contre, immédiatement, le fait d'éviter des situations qui nous mettent mal à l'aise, c'est suivi d'un effondrement de l'estime de soi. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et finalement, la confiance en soi, c'est une appropriation progressive. On en reparlera, c'est progressif, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a uniquement l'action qui rend possible cette appropriation. Donc j'aime bien cette citation du philosophe français Alain qui dit « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre ». Je la trouve déjà d'une part très drôle et puis très très puissante en fait. Il y a pas de secret. L'action, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Donc on verra comment. Donc vous voyez, quand on parle de confiance en soi, finalement c'est une confiance déjà relationnelle et puis c'est plus qu'une confiance en soi, c'est une confiance finalement en l'action, une confiance en la rencontre. Parce qu'effectivement, quand on passe à l'action, c'est cette action-là, c'est ce pas-là, c'est ce mouvement qui va contribuer à dévoiler des opportunités, des ressources, des idées. Et sans ce passage à l'action, il va rien se passer. Il va rien se passer et on va se trouver nul, on va se dire je suis pas capable, etc. Si on reprend cet exemple d'aller à un rendez-vous, il y aura 50 personnes qu'on connaît pas et qu'on se sent angoissé, plutôt d'y aller, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être qu'il y aura une rencontre sympa, peut-être que je vais avoir une idée, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, ce sera une rencontre décisive finalement pour la suite de mon projet. Ou voilà, donc ça c'est très important de le comprendre. Et finalement, quand on parle, alors ça c'est philosophique et ça vient de c'est inspiré du livre de Charles Pépin, donc forcément, il y a cette question de finalement la vie, c'est ça en fait. La vie, il y a une part d'imprévu et on va en reparler aussi après. Et une autre chose qui est très importante de comprendre, c'est que tout ne dépend pas de nous. Donc c'est important d'aimer prévoir et d'aimer cadrer un petit peu les choses. C'est important et j'encourage chacun à le faire. Mais il y a aussi une part d'imprévu en fait. On ne sait pas ce qui va se passer. En allant à cette réunion où il y a 50 personnes qu'on ne connaît pas, peut-être que ça va être nul. Effectivement, c'est une possibilité. Mais peut-être que ça va être bien. Peut-être qu'il y aura une idée. Peut-être que ne serait-ce que je vais rencontrer 3 personnes finalement avec qui je vais me mettre à parler et je vais passer un très bon moment. Ne serait-ce que ça. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a. Et il y a cette notion d'aimer la part d'imprévu, ce qui va avec. Changer de regard, alors sur l'échec, comme je disais en France, c'est vrai qu'on est très mal à l'aise avec l'échec, avec l'erreur. On porte un regard très dur, très négatif sur le fait d'être en échec ou de faire des erreurs. Il y a d'autres pays, notamment les États-Unis, je pense qu'eux, à l'inverse, valorisent l'échec. Et ils feront même, par exemple, pour un entrepreneur, une banque fera davantage confiance à un entrepreneur qui a déjà rencontré des échecs qu'à quelqu'un qui n'en a jamais rencontré. Donc un échec aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on met sur son CV. Pourquoi? Parce que l'échec, c'est vraiment une opportunité d'apprentissage. On apprend énormément en fait de cet échec-là. Alors à condition bien sûr de ne pas rester prostré dans son échec, enfermé dans le noir en se tapant dessus, mais de pouvoir se retourner en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai échoué? Et d'aller se questionner là-dessus, ça permet de découvrir de nouvelles voies, d'affiner nos objectifs, de se rendre compte que, tiens, peut-être qu'on aurait pu demander de l'aide à un tel, ou je me rends compte que j'avais pas assez étudié tel aspect de mon projet, et c'est probablement ça qui a mené à l'échec, etc. Donc, c'est vraiment la compréhension de nos erreurs qui va nous permettre d'avancer vers le succès. Donc, on apprend énormément de ces événements-là. Au-delà de l'apprentissage concret qui permet de revoir son projet, etc., il y a aussi, ça va forger notre caractère, ça va développer des qualités, etc., et notamment des qualités de résilience, de créativité. On va envisager le projet peut-être différemment, penser à des choses auxquelles on n'a jamais pensé jusqu'à maintenant. Donc, on va finalement pouvoir faire appel à cette capacité à être créatif, aussi dans ce contexte-là. La persévérance, on parlait tout à l'heure de s'entraîner, de persévérer, de rien lâcher. Il y a ça aussi quand
Et puis on parlait de l'exemple de la marche. Heureusement qu'au premier échec, l'enfant n'abandonne pas et qu'il se relève et qu'il y va. Et c'est grâce à cette persévérance que finalement la marche prend place et voilà. Et c'est valable dans tout projet. Alors je vous partage une petite expérience personnelle, alors qui est très simple, très bête, j'ai envie de dire, mais qui m'a moi beaucoup marqué et je la trouvais pertinente par rapport à ce sujet-là. Quand j'ai terminé mes études, j'ai intégré une société dans le transport et la logistique. J'étais agent de transit et j'envoyais des marchandises à travers le monde. Et puis, ça faisait quelques semaines, quelques mois que j'étais dans cette entreprise et que je travaillais, donc j'envoyais en aérien des marchandises pour le compte de mes clients. Et il y a un client que j'avais, un client récurrent, qui envoyait de partout dans le monde et notamment en Australie. Et quand il envoyait en Australie, tous les dossiers que j'avais traités jusqu'à maintenant pour ce client à destination de l'Australie, tous les dossiers partaient jusqu'à maintenant à Sydney. Et vous l'aurez compris, j'ai envoyé au mauvais endroit. C'est-à-dire que par automatisme, j'ai envoyé à Sydney. Pour moi, client Australie, Sydney. Et quelques jours après, les marchandises sont arrivées à destination. Et il y a l'entreprise, l'agent australien qui me contacte et qui dit qu'est-ce qui se passe, ça devait pas être à Sydney, ça devait arriver à Perth, c'est à l'autre bout de l'Australie, c'est à des centaines de kilomètres, c'est énorme l'Australie. Qui va payer le transfert de Sydney jusqu'à Perth, etc. Donc j'ai pas dormi de la nuit, je me suis imaginé licenciée dès le lendemain. Donc le lendemain, je vais au travail, tremblante, il y a mon chef qui me convoque dans son bureau. Donc j'y vais mais en imaginant une mise à mort. Et puis ce chef a pas du tout réagi de la sorte et m'a fait asseoir à côté de lui. Il a dit alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce dossier? Quelle information t'as regardé? Qu'est-ce que t'as loupé comme information? Où est-ce que tu aurais pu voir que ça partait à Sydney, à Perth, c'est pas à Sydney? Et en fait, j'ai compris l'erreur. J'ai compris quelque chose que j'avais pas compris jusqu'à maintenant, c'est que sur tel document, il fallait regarder à tel endroit, etc. Et en fait, ça a été le plus grand apprentissage, la manière la plus efficace d'apprendre. J'avais déjà probablement vu qu'il fallait regarder ça dans le cadre de formation, mais de vivre cette erreur-là, vous imaginez bien que je l'ai plus jamais refaite, cette erreur. Voilà, le deuxième livre de Charles Pépin, c'est pas le deuxième, il était avant le livre sur la confiance en soi, et celui-là est plus connu, Les Vertus de l'échec, pareil, que je vous recommande très chaleureusement, un très bon livre accessible et très complet, une réflexion très intéressante sur l'échec. Alors, changer de regard, on peut changer de regard sur soi-même aussi. Alors, je m'exprime avec cette exclamation, un peu de bienveillance, que diable. Effectivement, comment est-ce qu'on se parle? On a tous une petite voix là en fond qui nous parle. Comment est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se parle comme à notre meilleur ami ou à notre pire ennemi? Très souvent, quand on n'a pas confiance en soi, on se parle comme à son pire ennemi. C'est-à-dire que face à un échec ou quelque chose qu'on a du mal à faire, un projet sur lequel on a du mal à avancer, cette petite voix, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire t'es nul, t'y arriveras jamais, de toute façon c'est toujours comme ça, regarde la dernière fois t'étais ridicule. Enfin voilà, on a cette petite voix qui parle comme ça. Alors cette petite voix, ce qui est intéressant, vous avez en fait vous avez la main sur ce qu'elle dit, cette petite voix. Donc, c'est très important de pouvoir avoir ce recul-là, de prendre conscience de qu'est-ce qu'elle dit, cette petite voix, et de changer cette petite voix. Et là, de vous questionner, OK, qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami? C'est sûr, à moins que vous soyez un très mauvais ami, votre meilleur ami, vous n'allez pas lui dire ça, vous allez lui dire, mais non, mais tu peux y arriver, la dernière fois c'était pas pareil, et puis depuis t'as travaillé, il y a pas de raison, et puis au pire même si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, c'est pas dramatique, vas-y, t'as plein de qualités, regarde dans telle autre situation t'as réussi, enfin voilà. À un meilleur ami vous lui parleriez comme ça, donc il faut vraiment prendre conscience de comment vous vous parlez et de vous assurer de parler de la même manière. Donc il y a vraiment une prise de recul qui doit s'effectuer ici pour prendre conscience qu'on se parle comme ça, parce que c'est une petite voix qui est tellement collée à nous, on l'entend même plus en fait. Donc je vous invite à écouter ce qu'elle dit et puis à modifier le discours.
Un autre point très important, on est humain. Être humain, c'est être imparfait. Hein. Comme déjà on a vu, on est inachevé. On est imparfait. Il y a pas un humain sur Terre qui peut se dire qu'il est parfait sur tout, qu'il fait pas d'erreur, qu'il est bon sur tous les aspects de sa vie. C'est pas vrai. On est humain, donc on est imparfait. Donc vouloir être parfait à tout prix, en fait, ça a aucun sens. De manière provocative, j'aime bien dire, c'est se prendre pour Dieu. Voilà, voilà. Donc c'est très important de voilà de se détendre un petit peu et de porter un regard sur soi un peu plus bienveillant, de se dire on a des qualités, on a des défauts, il y a des choses qu'on fait bien, quelquefois on fait des erreurs, quelquefois on se trompe, quelquefois on échoue, et c'est ok en fait, ça fait partie de notre humanité. Donc c'est important de reprendre conscience de ça. Alors, on a parlé des échecs, mais bien évidemment, quelquefois, il y a des choses qui réussissent, il y a des choses qu'on arrive à faire, etc. Donc, c'est important de pouvoir aussi célébrer ces moments-là, ces succès, même les petits. On peut avoir tendance à dire, ouais, mais ça, c'est normal, c'était du hasard, c'est rien, etc. Mais non. Voilà, savoir célébrer ses succès, apprendre à se réjouir quand on peut se réjouir, ça fait partie aussi du cheminement et de la réflexion, de la dynamique à avoir. Se comparer, attention, se comparer, c'est à soi-même uniquement. Ça n'a aucun intérêt de se comparer à qui que ce soit d'autre. Parce que l'autre, il n'a pas le même parcours, il n'a pas le même contexte, il n'a pas les mêmes qualités, il n'a pas les mêmes défauts. Il y a des choses sur lesquelles il est peut-être excellent, mais il y a d'autres choses sur lesquelles il est probablement très mauvais, là où non, on est meilleur, etc. Donc, se comparer à quelqu'un d'autre, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Donc, c'est très important de pouvoir se comparer, mais à soi-même. C'est-à-dire de se dire où est-ce que j'en étais il y a 5 ans, où est-ce que j'en étais il y a 1 an, où est-ce que j'ai envie d'être, comment est-ce que je progresse. Et c'est ce regard-là, c'est cette comparaison-là qui est intéressante. Il y a uniquement cette comparaison-là qui est intéressante. Voilà, comme c'est écrit, gare aux réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut, les gens se montrent tout sourire avec des filtres, ils montrent une famille merveilleuse qui s'aime et pleine de sérénité. Voilà, c'est pas la vraie vie, il n'y a pas que ça, il y a aussi des moments durs et des moments où tout va mal. Donc voilà, faites attention aux réseaux sociaux. Si vous avez du mal, besoin d'améliorer votre confiance en vous, voilà, je vous encourage à prendre un petit peu de distance avec les réseaux sociaux. Qui sont pas très encourageants, on va dire, là-dessus. Alors, se comparer aux autres, non, comme je viens de le dire. Par contre, admirer, oui, c'est pas la même chose. Alors, par admirer, attention, je n'entends pas vénérer aveuglément quelqu'un, mais avoir des points de repère. Par exemple, vous mettez au tennis, admirer des champions de tennis, Djokovic par exemple. Oui, d'aller regarder ses matchs, son geste, en savoir plus sur lui, par quoi il est passé, comment il s'y est pris, etc. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant et vous vous nourrissez en fait. C'est vraiment admirer, se nourrir, ça a beaucoup d'intérêt. Se comparer, ça n'a aucun sens. On ne va pas se comparer à Novak Djokovic ou à qui que ce soit d'autres DR, mais on peut admirer et se nourrir de ces personnes qu'on admire. Voilà, il y a aussi ce livre qui est intéressant, Imparfait, libre et heureux. Donc voilà, cette notion d'être imparfait, accepter, accepter notre humanité, le fait qu'on soit pas parfait. Ce livre peut être très aidant, voilà, pour des personnes qui veulent s'améliorer, se développer là-dessus. Rester fidèle à son désir. Alors, il n'y a pas de véritable confiance en soi sans cohérence intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cohérence intérieure ? C'est un peu c'est une question pareil un peu large, un peu grande. C'est qui suis-je? Bon, je trouve pas la question en soi, à vrai dire, très intéressante, mais c'est plus ça. Quels sont mes vrais besoins, mes envies, mes désirs, mes valeurs? C'est aller se reconnecter, s'interroger à tout ça, sur tout ça. Quelquefois, on a un peu oublié tout ça parce qu'on a voulu suivre des injonctions de ses parents, de son éducation, de tout un tas de choses, des propres choses qu'on se fixe à soi-même. En mettant de côté finalement ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie et ce qui est important pour nous. Donc ça prendre ce temps de se reconnecter à tout ça et se questionner, est-ce que je respecte tout ça et comment ça s'incarne au quotidien? Voilà, et ça je vous encourage à faire le point et puis les aspects que vous n'incarnez pas assez,
vous questionnez, OK, qu'est-ce que je pourrais faire, quel petit pas je pourrais faire pour incarner davantage mes valeurs, mes envies, mes désirs, pour mettre un peu plus comment dire, leur donner un peu plus de place dans mon quotidien. Apprendre à dire non. Alors, j'en parle ici parce qu'effectivement, quand on n'a pas confiance en soi, enfin, plutôt là, il s'agit d'estime de soi, on a du mal à dire non. On a tendance à dire oui à tout, à s'oublier soi. Donc, c'est très important d'apprendre à dire non. Et alors, encore une fois, apprendre à dire non, ça s'apprend. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se développe, que vous pouvez vous approprier tout à fait. Je vous encourage du coup dans ce cas-là à commencer par les plus petits noms, ceux qui ont le moins de, qui sont le plus faciles, enfin les noms qui sont les plus faciles à prononcer, et puis à y aller graduellement. Ça peut être par exemple des amis qui vous proposent une sortie ce week-end, etc. Mais vous êtes crevé, vous avez des choses à faire, il y a votre grande tante aussi que vous devez aller visiter, et ça vous arrange pas cette sortie, et puis en plus c'est pour aller faire je sais pas, un karaoké, et puis ça vous tente pas trop finalement. C'est ça, c'est commencer par dire non à ça. Alors, un point très important, c'est qu'un non, souvent on se dit, on a l'impression de quelque chose de dur, de fermé, d'agressif presque. Non, on peut dire non avec beaucoup de douceur. Dire non, ce n'est pas être méchant. Vous pouvez dire à votre ami, à vos amis, non, écoute, là, franchement, ce week-end, voilà, j'ai besoin de me reposer. Ce serait pour une prochaine fois. J'aurais aimé passer du temps avec vous, mais là, vraiment, ça tombe mal. Il faut que j'aille voir ma grande tante. Et puis, écoute, une prochaine fois, voilà. Et en fait, vous allez expérimenter ce nom, vous rendre compte que vos amis sont toujours vos amis, enfin, qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et voilà. Et la fois d'après sera un peu plus facile de dire non, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui se développe et qui s'apprend. Décider. Alors, décider n'est pas choisir. Alors, quelle est la différence? Alors, ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais je vais expliquer un petit peu ici ce que j'entends par là. Choisir, quelquefois, ça peut être faire un choix entre deux options où on fait les plus, les moins, les avantages, les inconvénients. Et assez froidement, comme ça, il y a une des options qui se distingue de l'autre. Et on peut dire, je choisis celle-ci pour telle et telle raison. Voilà, c'est quelque chose de très, très, très concret, très froid d'une certaine manière. Décider n'est pas choisir. Décider, c'est trouver la force de s'engager malgré le doute. Il y a plein de fois, et je suis sûre que vous pensez tous à quelque chose où il y a un choix à faire, mais on n'arrive pas à se décider. Parce que on sait pas quelle est la meilleure option, on a tout listé, les plus, les moins, etc. Et malgré ça, voilà, on n'arrive pas à trancher. Et c'est là que il y a cette question de se lancer, de s'engager et d'y aller malgré le doute en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une décision n'est bonne ou mauvaise qu'à posteriori. Tant que vous n'aurez pas fait une fois que vous avez listé les plus, les moins, s'il n'y a rien qui ressort, tant que vous n'aurez pas pris la décision, que vous n'aurez pas avancé, etc., il n'y a pas moyen de savoir si c'était la bonne ou la mauvaise décision. Et vous pourrez le dire que à l'avenir, avec du recul, en vous retournant sur la décision qui a été prise et dire oui, c'était une bonne ou c'était une mauvaise décision. Donc c'est important d'accepter, alors ça pareil, ça vient du livre de Charles Pépin, accepter le doute, l'aléa, l'inattendu, la vie en somme. La vie, c'est fait d'inattendu, c'est quelque chose, c'est du changement permanent. Il y a toujours des choses qui se présentent qui n'étaient pas attendues. Clément me partageait des problèmes avec sa voiture juste avant, etc. C'est ça la vie en fait. Voilà, des choses inattendues qui se présentent et auxquelles il faut faire face. Donc il y a cette notion d'accepter en fait que ça se passe pas comme on voulait, que ça se passe pas comme prévu, qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc voilà, dans ce genre de situation, quand en listant, il n'y a rien qui ressort, à un moment, voilà, il faut respirer un bon coup et s'engager en fait. On tranche et on y va. Alors la peur, effectivement, c'est souvent ça qui nous empêche d'avancer, qui font qu'on reste sur place. Alors, d'une part, c'est normal et légitime d'avoir peur. Ça, on a un jugement, un regard sur la peur qui est très négatif. Alors non, c'est normal et c'est complètement OK d'avoir peur. Et puis surtout, la peur est bonne conseillère. La peur, elle est là quand même pour nous donner un message, pour faire en sorte qu'on ne fasse pas de bêtises, qu'on s'assure, je sais pas, avoir peur avant de se lancer dans un projet. Ça va nous faire nous poser de bonnes questions. Est-ce que financièrement, voilà, ça va permettre de cadrer,
voilà, de s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises, effectivement. Donc, merci à la peur d'être là pour nous permettre de nous poser ces questions-là. Donc, c'est inutile et dangereux de la nier. Y aller sans peur, finalement, c'est être téméraire. C'est-à-dire, c'est prendre des risques, c'est idiot entre nous. Donc, c'est important de pouvoir regarder, d'avoir peur. Donc, encore une fois, c'est normal. Il faut pouvoir la regarder en face, la reconnaître, l'accepter. Et comment dire, de regarder sa peur en face et de l'accepter, c'est une attitude finalement qui est très affirmée. Alors, Charles Pépin a dit, et puis il y a plein d'autres citations sur la peur, mais j'aime bien celle-ci, le vrai courage, c'est de faire avec sa peur. Ce n'est pas de l'éradiquer. Donc, encore une fois, quelqu'un qui y va sans peur, c'est pas du courage, c'est de la témérité, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui y va avec sa peur. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui va monter sur scène, un acteur qui va monter sur scène. Les plus grands acteurs, ils ont le trac, en fait, avant de monter. Et ils y vont avec. J'ai échangé d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai échangé il y a 3 semaines à peine avec des acteurs qui me partageaient qui avaient le trac. J'ai échangé avec eux quelques minutes avant de monter sur scène. Et ils avaient le trac et en fait, ils m'ont partagé que les quelques fois où ils n'ont pas eu le trac, ils ont été mauvais. Et en fait, voilà, un acteur va monter sur scène et systématiquement avec cette peur, et cette peur, elle est utile et c'est ce qui fait que que ça va sonner juste, que la personne va se donner, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce regard-là, c'est que la peur devient alors moteur d'une confiance, d'une joie de vivre, et que c'est cette peur finalement qui donne de la saveur, de la couleur, de l'intensité à ce qu'on vit. De se lancer dans un projet, on a peur, mais on y va quand même, il y a quelque chose d'excitant. Voilà, j'espère que vous percevez là, ce que j'essaye de transmettre ici. Voilà, cette saveur, cette couleur, cette excitation va venir du fait qu'on a peur. Alors, comment avancer avec sa peur? Alors voilà, vous avez peut-être déjà vu cette image qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, que je trouve très parlante. C'est l'importance des petits pas. Il ne s'agit pas de se fixer des objectifs complètement fous qui nous font peur et justement, finalement, vers lesquels on n'arrive pas à avancer, mais c'est d'aller se questionner quel est le premier petit pas que je puisse faire. Donc là, on voit l'image des échelles. J'aime bien aussi l'image de la montagne. Si on regarde notre objectif, on regarde le sommet d'une montagne, ça paraît fou en fait. C'est énorme, c'est super loin, j'y arriverai jamais, c'est extrêmement impressionnant. Si par contre on regarde chaque pas qu'on doit faire, si on se concentre sur les pas, un pas c'est facile, puis il y a le pas suivant, puis il y a le pas, et puis en fait en avançant pas à pas, on avance petit à petit vers le sommet. Donc il y a des pas qui seront plus difficiles, quelquefois il faudra franchir un ruisseau, un ravin, j'en sais rien. Il y a des pas qui seront plus simples. Quelquefois, ce sera plat et on avancera facilement. Mais voilà. Mais quand on se concentre sur les pas, finalement, on avance vers le sommet, on avance vers son objectif avec beaucoup de facilité. Donc, c'est important. Donc, une méthode consiste à s'exposer, à se mettre en action. Donc, la mise en action est essentielle, hein, on l'a bien compris. Par petits pas, à s'exposer progressivement. Donc, en faisant ça, vous apprenez à avancer avec votre peur, parce que vous allez faire votre premier pas, vous aurez cette peur d'avancer vers le sommet, etc. Mais petit à petit, vous allez, ça devient une compagne finalement de route. Et en avançant avec cette peur, c'est là que vous faites effectivement preuve de courage. Alors, les petits plus, gérer les émotions négatives. Donc, très important, les émotions négatives, c'est important de les reconnaître, c'est important de les accepter, qu'on parle de la peur, de la tristesse, de la colère, etc. C'est important de les reconnaître et de les accepter. Je vous mets en garde contre les injonctions. Alors, il y a beaucoup d'injonctions, on va dans n'importe quelle librairie, des injonctions à la sérénité absolue. Je trouve ça personnellement extrêmement dangereux. Parce que on est, comme je disais tout à l'heure, on est humain, donc on est fait de joie et de tristesse et de colère et de moments heureux et de moments plus compliqués. Et voilà, c'est notre humanité, c'est ça. Et de vouloir en fait faire comme s'il n'y avait pas de colère, pas de tristesse, alors qu'on vit ces événements, c'est très dangereux. Ça fait cocotte minute et ça explose de différentes manières. Voilà. Et puis une émotion négative, c'est intéressant. C'est qu'est-ce qu'elle dit cette émotion, quel est le besoin derrière cette émotion.
Souvent, derrière la colère, il y a le besoin d'être entendu, il y a le besoin de réparation. Derrière la peur, le besoin d'être assuré. Voilà. Donc, regarder cette émotion et puis essayer d'en comprendre le message. Et puis, ne pas rester seul. On a parlé de relationnel, déjà beaucoup. S'entourer des bonnes personnes, demander de l'aide. J'aime bien cette expression. Alors, en anglais, fake it until you make it. Désolée pour mon terrible accent. En gros, ça veut dire faites semblant jusqu'à ce que ça marche, en fait, jusqu'à ce que vous arriviez. Donc ça, c'est vraiment un outil magique. Faites comme si. Donc, imaginons que vous devez parler en public. Faites comme si vous étiez parfaitement à l'aise. Donc, vous n'êtes pas à l'aise, mais vous faites comme si. C'est-à-dire, vous prenez le temps de vous dire, OK, si j'étais parfaitement à l'aise, comment je serais? Généralement, là, on se redresse, on s'imagine se tenir droit, sourire, regarder tout le monde. On prend son temps, on respire, on va marcher tranquillement. Voilà. Donc, il s'agit vraiment là de se dire, OK, si j'étais à l'aise, comment je ferais? OK, on se visualise et on fait comme si. Et faire comme si, en fait, c'est magique tout simplement parce que vous allez faire semblant d'être à l'aise. Et en fait, vous allez vous approprier cette pose, cette posture et vous allez être à l'aise. Donc, ça paraît, c'est bête comme chou, mais ça vaut réellement le coup. Je vous invite fortement à l'expérimenter. Là, je donne l'exemple de parler en public. Ça peut être dans tout un tas d'autres situations. Mais voilà, il y a eu des études très intéressantes, notamment qui montraient que le sourire, de mimer le sourire ou de mimer la colère. Donc, ils ont fait des études auprès d'acteurs qui mimaient la joie et d'autres qui mimaient la colère. Et ils ont vu que le fait de mimer la joie provoquait des hormones de bonheur. Et inversement, de mimer la colère provoquait des hormones de stress, etc. Donc, c'est le sourire et la joie, le mouvement physique vient avant ce qui se passe dans le corps et non l'inverse, malgré ce qu'on pourrait croire. Donc, pour conclure, la confiance en soi ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça, c'est très important d'en prendre conscience. C'est pas quelque chose où on se réveille là demain matin, vous allez vous réveiller plein de confiance en vous et votre vie va changer. C'est pas ça. Il y a vraiment cette notion. Donc, alors c'est pas sexy, mais il y a cette notion de persévérance, de patience, d'effort continu en fait à faire. Donc, ça se développe dans l'action. Je pense que vous l'avez bien compris, dans cette action, dans cette relation à l'autre, dans cette relation au monde, alors un peu plus philosophique, cette relation à la vie, accepter l'imprévu, etc., etc. Donc, tout le monde a des moments d'incertitude, même les personnes les plus confiantes. Vous prenez, j'ai évoqué Madonna, Yannick Noah, les sœurs Williams, Djokovic. Malgré la confiance qui se dégage de ces personnes aussi traversent des moments plus durs, des moments d'incertitude, des moments de doute, des moments où ils ont envie de tout lâcher, etc. On en parle un peu plus de la santé mentale d'ailleurs depuis quelques mois, je trouve. Il y a notamment des sportifs qui s'expriment là-dessus et qui font part de difficultés. Donc voilà, c'est important de prendre conscience qu'il n'y a pas une personne qui a une confiance en elle absolue sans doute. Donc l'objectif n'est pas d'éliminer les doutes, mais vraiment d'apprendre à les gérer de manière saine, de s'entourer de personnes inspirantes, encourageantes et d'oser avancer avec sa peur. C'est une notion très importante, avancer avec sa peur. Merci à tous.